n'est pas efficace, hein. De plus, ce Covid est en France depuis bien plus longtemps. Je vous l'avais expliqué aussi dans les émissions où il y avait des témoignages de terribles pneumonies où le personnel disait qu'ils n'avaient jamais vu ça en décembre. En décembre, là, j'ai eu un témoignage assez, qui est assez superbe, hein, dans le sens, bonjour Sylvano, je suis un homme de 37 ans, habitant Paris. Pas de souci de santé ni de faiblesse immunitaire. Le 12 décembre, j'ai expérimenté la pure chute d'énergie, la pire chute d'énergie de ma vie, alors que je suis jamais malade habituellement. J'ai failli tomber dans la rue en rentrant de mon travail de faiblesse. Douleur musculaire, tête qui explose, impossibilité de penser, la gorge qui arrache comme le feu, mal extrême au niveau du ventre, la zone thoracique douleur extrême, du mal à respirer, sensation d'étouffer, et surtout les pires douleurs insupportables à tous les ganglions, le cou jusqu'en dessus des côtes et une fièvre à 38,5. J'ai été faible les 2 jours précédents. Je précise, pas de sensation, j'ai pas toussé, j'ai pas eu de rhume, juste une faiblesse. Et même avec la fièvre, pas de tout, juste gorge très très douloureuse, sans tout. Mal partout dans le corps et surtout au niveau thoracique. Cela a duré environ 24 heures. J'avais un week-end de 3 jours avec RTT le vendredi. Du coup, le lundi, je suis retourné au travail et j'ai pas consulté un médecin et c'est passé en 48 heures et très vite, sans même ressentir rien après. C'est-à-dire pas de toux, ni sèche, ni grasse, c'est passé comme c'est arrivé, d'un coup, d'un seul. Pour moi, c'était ni comme un rhume, ni comme une grippe. C'était comme quelque chose qui me frappe, comme tomber du ciel et qui s'en va en 48 heures comme si de rien n'était. Avec la période d'incubation, j'ai dû rattraper ça avant le début des grèves de décembre, donc ça circule de façon communautaire depuis au moins novembre en Île-de-France. Je précise que je n'ai fait aucun déplacement à l'étranger, en dehors du trajet boulot-travail, maison-travail. Des personnes euh, qui n'habitent pas avec moi, mais que j'ai croisées depuis un an, ont eu des pneumonies aussi très sévères fin janvier. Voilà, ce virus circule depuis au moins le mois de novembre en Île-de-France et ça rejoint ce que les virologues italiens que je vous avais présentés dans d'autres émissions disent. Et c'est marrant parce que vous voyez, vous vous rappelez les photos, les vidéos au début de la pandémie qu'on avait de Chine avant qu'ils confisquent tous les téléphones, les portables, de ces personnes qui tombaient, poum, ah ben voilà, lui il a eu ça, vous vous rendez compte? Donc c'est pas des personnes, c'est pas parce qu'elles tombent hein, qu'elles meurent, parce que dans les réseaux sociaux, là, les sites de la peur, ils pensaient que c'était mortel, parce que la personne tombe, non, elle tombe, c'était une chute de tension brutale, poum, hein, comme quand vous vous évanouissez. Et donc ça c'est symptomatique. Donc ce virus-là, il est là depuis longtemps, 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 hein. On était remonté jusqu'à la vague de pneumonie, qui sont toujours les mêmes, aux US au mois d'août 2019, dans mes émissions précédentes. Je vous propose, ce matin, un abonné m'a envoyé un lien vers l'excellente revue Strategica, où il y a une interview que je n'avais pas vue, du 1er avril, entretien avec Valérie Bugeaud. Alors, soyez concentrés. Pour une fois, soyez vraiment concentrés parce que ce qu'elle dit correspond tout à fait non seulement à ce que je raconte depuis le début, mais en plus d'une manière très synthétique, très factuelle et très posée. Valérie Bugeaud est docteur en droit privé de l'université Panthéon-Sorbonne et avocate. Depuis 2009, elle a cessé ses activités d'avocate pour se consacrer à la diffusion auprès du public du résultat de ses nombreux travaux de recherche. Elle est aujourd'hui analyste de géopolitique, économique, juridique et monétaire et conférencière. Ses sujets de recherche sont les institutions nationales et internationales, la monnaie, l'entreprise, le droit et le fonctionnement de l'économie globale. Elle est auteure de 4 livres. En France, et plus largement en Occident, la crise sanitaire du coronavirus présente un cas pratique d'ingénierie sociale et de gouvernance par le chaos. Nous retrouvons la même structure qu'avec la menace terroriste, un mélange de réel et de fiction, combiné à 2 stratagèmes bien connus qui sont 1. Le pompier pyromane et 2. Le triangle de Karpman. Sur le mélange réel-fiction souligné dans son dernier livre par le professeur Raoult, qui se fait le disciple occasionnel de Jean Baudrillard, les partisans du tout réel ont tort. Les partisans de tout fiction ont tort. C'est ce que je vous dis, moi, personnellement, depuis le début. La vérité, elle est ni dans ce qu'on vous dit dans les médias, ni dans la théorie du complot. Au milieu.
Exemple, ce n'est pas parce que la version officielle de la crise coronavirus est fausse qu'il n'y a pas d'épidémie. De même, ce n'est pas parce que la version officielle des attentats terroristes est fausse que les attentats n'ont pas eu lieu. Des événements ont eu lieu, et c'est la narration explicative qui est fausse, pas les événements en eux-mêmes. L'analyse de la crise actuelle révèle aussi l'application des techniques du pompier pyromane et du triangle de Cartman, c'est-à-dire le jeu de rôle bourreau, victime, sauveur. Le pouvoir laisse la situation de crise s'installer, voire l'aide à s'installer, volontairement ou involontairement. Dans le réel, le pouvoir occupe donc la place du pyromane, donc du bourreau. Puis une fois que la crise est installée et en cours, le pouvoir se présente comme le sauveur qui va donc nous sauver de la crise qu'il a lui-même installée furtivement, tel un pompier qui éteindrait l'incendie et après l'avoir lui-même allumé discrètement. Nous sommes face à une sorte de dissonance cognitive globale parce que les phénomènes auxquels nous sommes confrontés reçoivent une ou plusieurs explications officielles partielles, contradictoires ou erronées, qui ne permettent pas un accès intellectuel à l'ensemble du phénomène. En réalité, la méthodologie suivie dans la couverture de cette crise du coronavirus est similaire à celle qui nous est imposée de façon générale pour orienter les processus intellectuels. Un séquençage ou un émiettement des connaissances, une sorte de Fordisme appliqué à toute l'échelle des connaissances. À cela s'ajoute un autre phénomène d'émiettement et d'isolement des populations. Les milieux médicaux fréquentent peu ou pas d'autres milieux, chacun restant dans son précaré par l'organisation même de la société. Ainsi, les constats et la vie que mènent les uns sont quasi hermétiques aux constats et à la vie que mènent les autres, leur seul point de contact étant leur façon de consommer. Ainsi, nous recevons des retours en provenance du corps médical, d'autres en provenance d'organisations internationales, d'autres en provenance des différents pays du monde. D'autres sources d'informations sont inhérentes à la structuration de notre propre gouvernement. D'autres sources d'informations encore proviennent de médias dits indépendants qui contredisent partiellement ou totalement les sources précédentes. Finalement, pour y voir clair, il suffit de remettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut hiérarchiser et contextualiser les phénomènes. Encore faut-il que cette hiérarchisation soit pertinente. Dans l'ordre, nous avons l'apparition peu préparée d'un virus en Chine, pays qui connaît historiquement cette typologie de virus. Ensuite, une série de nouvelles alarmistes en forme d'hécatombe. Ensuite, bien sûr, le virus se répand sur la surface du globe pendant que l'on apprend que la Banque mondiale avait prévu dès 2017 des bonds spécifiques aux pandémies. C'est des fonds, Ensuite, une litanie de pays touchés et d'innombrables populations confinées pour prétendument lutter contre la propagation du dit virus. Pendant que les morts se multiplient et que les services hospitaliers étouffent littéralement sous cette influence de gens à détecter ou à traiter. Le tout se produisant dans un contexte géopolitique très particulier où la puissance économique chinoise, aujourd'hui arrivée à maturité, s'est alliée à la puissance militaire russe pour contrer l'hégémonie américaine. Ce qui n'est pas dit dans ce tableau est pourtant l'essentiel. Les USA et ses alliés ne sont plus depuis le début du XXe siècle gouvernés par ce que j'appelle un phénomène politique qui représente l'intérêt commun, mais par un cartel d'entreprises dirigées par les principales banques globales d'investissement qui ont leur quartier général à la City of London. En réalité, les États occidentaux n'existent plus car ils ont été privatisés lorsque le contrôle de leur monnaie est tombé dans les mains des banquiers privés, ce qui explique en Europe l'apparition des institutions européennes, qui ne sont que la formalisation politique de cette capture des règles d'organisation des peuples par des intérêts privés. Si l'on veut bien prendre en compte l'ensemble de ces éléments, un tableau assez clair se dessine. Dans ce tableau, d'un côté apparaît un virus très contagieux et qui devient dangereux lorsqu'il se fixe dans les poumons et les voies respiratoires. Les patients à ce stade n'ont quasiment plus de virus dans le corps et il devient inutile de leur appliquer le traitement préconisé par le professeur Raoult, comme ce dernier l'indique très clairement lui-même. Hormis ces cas de complications qui apparemment ne sont pas si rares que ça, le dit virus est relativement anodin. Il procure des symptômes plus ou moins gênants, mais ne met pas en jeu de pronostic vital des patients infectés.
Didier Raoult, professeur spécialiste mondialement réputé en virologie et infectiologie, a émis des hypothèses de travail qui ont été confirmées par des spécialistes chinois ayant eu à traiter le virus et par le professeur sénégalais Seydi qui a eu à affronter le virus Ebola et qui est, à ce titre, reconnu comme une sommité dans son domaine. Le traitement préconisé ne coûte pas cher, car les brevets très anciens sont tombés dans le domaine public. Il n'est pas efficace à 100% en fonction notamment du moment tardif ou non où il a été administré. Voilà pour l'essentiel ce qu'il importe de retenir. De l'autre côté du tableau, on a des médecins stipendiés. La plus en vogue actuellement est la sulfureuse Karine Lacombe qui sévit sur les grandes ondes et qui est multistipendiée des lobbies pharmaceutiques, ainsi que tout l'appareil d'État et les corps constitués, INSERM et autres, tous reliés de près ou de loin aux lobbies pharmaceutiques qui sont montés au créneau pour disqualifier les travaux des éminents spécialistes décrits ci-dessous. Sans oublier le fait que la campagne présidentielle de Macron a été partiellement financée par Big Pharma. En outre, je ne fais qu'effleurer rapidement, car l'énumération en serait vraiment trop longue, toutes les décisions politiques actuelles prises en opposition ouverte à l'objectif officiel d'enrayement de l'épidémie qui passe par la classification début 2020 d'un médicament en vente libre depuis des décennies en substance vénéneuse, par le refus d'octroyer des autorisations administratives à des chercheurs proposant des tests pour détecter l'infection au corona, par le refus de l'aide proposée par des industriels pour la fabrication de respirateurs. Ajoutons à cela, pour compléter le tableau, la déconstruction méthodique du service de santé public allant de la liquidation des stocks de matériel aux restrictions de lits et de personnel hospitalier aggravées depuis la présidence Sarkozy. Cette crise sanitaire laisse ainsi apparaître les véritables acteurs politiques cachés derrière les oripeaux étatiques. On perçoit aujourd'hui mieux qu'hier que l'État est tenu par des intérêts privés qui préconisent des remèdes très coûteux, voire peu efficients, en attendant le futur vaccin obligatoire. Sur la ligne d'arrivée pour gagner le cocotier des contrats publics et privés de commandes massives de vaccins, Johnson & Johnson, qui annonce ce 31 mars qu'il serait prêt à tester son premier vaccin dès septembre 2020. D'autres laboratoires restent bien évidemment en lice pour la cagnotte du futur vaccin. Il faut toutefois savoir deux choses. Premièrement, tous les vaccins rapidement fabriqués se sont historiquement révélés peu efficaces et même dangereux pour la santé humaine. Deuxièmement, un vaccin contre un virus, par hypothèse mutant, comme l'est le coronavirus, a très peu de chances d'être efficace. Ce problème est aggravé par le fait que la maladie Covid-19 met en cause plusieurs souches différentes dont l'une d'elles se subdivise encore en plusieurs variantes. En conclusion, si les pouvoirs publics voulaient effectivement enrayer l'épidémie, ils décideraient de traiter à moindre coût, qui plus est, un maximum de gens en amont, comme le préconise le Dr Raoult, et d'autres grands spécialistes du monde entier. Cette aune du traitement médical préventif massif est la mesure exacte de l'honnêteté du gouvernement français. En d'autres termes, si le gouvernement était honnête, il ne prendrait pas l'option dilatoire actuelle consistant à mettre tous les obstacles en place pour que les gens ne soient pas massivement traités selon les préconisations du professeur Raoult. Pendant que les mesures de confinement ciblées sur les populations locales les plus normées deviennent de plus en plus rigoureuses, alors même que ces mesures excluent les populations rebelles situées dans des zones de non-droit et les camps de migrants. Par ailleurs, notons que le gouvernement français, qui a également récemment, sur préconisation de l'ONU, vidé massivement et prématurément les prisons de prisonniers de droit commun, ce qui a fait l'objet d'un communiqué officiel de professionnels de la magistrature, punira d'emprisonnement les contrevenants multirécidivistes qui auront dépassé leur heure de promenade quotidienne autorisée, qui auront dépassé leur périmètre de promenade autorisé ou qui auront oublié leur laisser circuler. On se rend bien compte ici de deux choses, que la volonté affichée de protéger les populations cache une volonté sournoise de les mettre en état de choc et de les surveiller massivement, que l'anarchie sociale en cours de développement est consciencieusement organisée par les pouvoirs publics eux-mêmes sous le faux prétexte d'enrayer une épidémie. Question, cette pandémie précède-t-elle un effondrement économique et systémique ? Plus de 3 milliards de personnes sont appelées à se confiner dans le monde. Pour la première fois de son histoire, l'humanité semble réussir à se coordonner de manière unitaire face à un ennemi global commun. Que vous inspire cette situation ?
Cette pandémie va-t-elle forcer l'humanité à se doter d'un gouvernement mondial, comme le préconisait Jacques Attali lors de la pandémie de grippe A en 2009 ? En 2009 toujours, Jacques Attali expliquait que l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Que vous inspire cette idée ? Effectivement, de multiples informations montrent que l'existence d'une pandémie était prévue, pour ne pas dire attendue, par un certain nombre d'institutions et de personnages, au premier rang desquels on peut citer pêle-mêle la fondation Bill et Melinda Gates, le centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique mondial, l'OMS, la Banque mondiale, Jacques Attali, le magazine The Economist, avec le Britannique Gordon Brown qui appelle ouvertement à la constitution d'un gouvernement mondial pour faire face à cette pandémie de coronavirus. Nous faisons donc globalement ou mondialement, si vous préférez, face à une situation inédite dans l'histoire, dans laquelle un petit groupe de gens cachés derrière l'anonymat des capitaux et des institutions internationales et menés par quelques banquiers privés organise des chocs ou tirent parti de chocs afin de faire avancer leur agenda global de prise de contrôle politique du monde en instituant un gouvernement mondial. Pour réaliser ce gouvernement mondial, il faut préalablement développer chez les individus en général et chez les dirigeants politiques en particulier le sentiment de la nécessité d'une régulation des événements à l'échelle globale. Une pandémie est en effet le phénomène qui répond le mieux à ce type de besoin. Dès le départ, on peut et on doit suspecter une manipulation. Par ailleurs, il devient en effet de plus en plus évident que ce coronavirus résulte de la combinaison aidée de deux virus naturels, combinaison qui aurait malencontreusement fuité d'un ou de plusieurs laboratoires. Nous ne saurons probablement jamais le véritable déroulement des événements ayant abouti à la dissémination de ce type de virus. Ensuite, et en raison de l'homogénéisation de la réponse politique apportée à cette crise sanitaire par différents pays, il est tout à fait nécessaire que les citoyens victimes aiguisent leur vigilance et se tiennent sur leur garde, car la manipulation devient évidente dans le contexte de privatisation généralisée des États. D'une part, il ne faut pas oublier que la Chine, actuel opposant victorieux à l'hégémonie économique du bloc de l'Ouest sous l'égide de l'OTAN, a été le premier pays attaqué par ce virus. D'autre part, les dirigeants chinois ont publiquement incriminé les GIs américains dans la propagation du virus sur leur territoire. Ça, je vous le disais depuis longtemps dans mes émissions, on était remonté à août 2019 aux États-Unis et ensuite, d'après d'un laboratoire militaire américain et ensuite les Jeux olympiques militaires à Wuhan. Enfin, dit-elle, il faut se souvenir qu'aux USA, ce sont des produits courant 2019, deux événements extrêmement importants qui peuvent aisément être corrélés. Une sorte d'épidémie pulmonaire grave avait été mise sur le dos des fabricants de cigarettes électroniques, ça je vous l'avais déjà raconté, et un laboratoire, Ford Detrick, a dû être fermé. Trump vient d'ailleurs récemment d'ordonner sa réouverture pour lutter contre le coronavirus durant l'été 2019 pour cause de fuite. Et ça aussi, je vous l'avais déjà raconté. Par ailleurs, il faut absolument toujours conserver à l'esprit que les gouvernements officiels sont privatisés, mais que même dans ce cas de figure, il y a quantité de gens qui œuvrent quotidiennement dans ces structures qui ne sont pas eux-mêmes corrompus. Ainsi, même en cas de fuite bactériologique issue d'un laboratoire secret, on ne peut pas être sûr que cette fuite soit volontaire. Des individus infiltrés et aux ordres directs des puissances financières peuvent très bien avoir organisé ces fuites à l'insu de leurs collègues. Par ailleurs, je voudrais revenir sur l'existence des laboratoires secrets de recherche bactériologique. Il faut comprendre que le problème se pose dans les mêmes termes qu'il s'est déjà posé en matière d'armes nucléaires. Beaucoup de pays disposent légitimement de ce type de laboratoire sans qu'il soit question de les utiliser à des fins offensives. De la même façon, beaucoup de pays disposaient et disposent de l'arme nucléaire, tandis que très peu les ont utilisées à des fins offensives. Nous connaissons par ailleurs depuis longtemps la propension des puissances anglo-saxonnes et de leurs affiliés à cibler les populations civiles qui n'ont, à vrai dire, à leurs yeux, aucune espèce d'importance et seraient plutôt considérées comme étant surnuméraires. À ma connaissance, la puissance chinoise n'a jamais utilisé de façon offensive ni la bombe nucléaire, ni toute autre arme de destruction massive.
En revanche, les USA et leurs affiliés n'ont plus de preuves à apporter quant à leur capacité à utiliser ce type d'armes pour viser en particulier les populations civiles. Une fois ces préalables explicités et le contexte rétabli, il devient possible de répondre à votre première question. En effet, la mise en confinement des gens bien portants porte un coup d'arrêt brutal à l'économie des pays. En fonction de la durée du confinement, ces pays, surtout lorsqu'ils sont endettés, ne pourront que très difficilement s'en remettre. Cette remise sur pied devra à l'évidence s'accompagner d'une remise en cause de leur fonctionnement interne. Par ailleurs, les bienfaits abondamment claironnés de la globalisation économique qui a rendu chaque pays dépendant des autres reçoivent eux aussi un énorme démenti par cette crise sanitaire qui rend visible l'extrême dénuement industriel des pays dits développés, lesquels ne sont plus autosuffisants en quoi que ce soit. On peut en effet en déduire sans risque d'erreur qu'il y aura un avant-crise du corona et un après-crise. Nous sommes collectivement sur une ligne de crête et les choses peuvent basculer en fonction de la capacité de réaction des citoyens, soit dans le sens du globalisme intégral avec gouvernement mondial, soit dans celui d'une reprise en main politique des pays par leurs ressortissants. Alors, question de Stratégica, comment voyez-vous l'évolution de la pandémie et ses conséquences politiques et sociales dans les semaines et les mois à venir? Réponse, soit les citoyens céderont à la peur, soit ils réfléchiront et comprendront que la peur elle-même, entretenue de façon contrôlée par leurs dirigeants qui prennent toutes les décisions permettant au coronavirus de se propager en toute tranquillité, ou plutôt en toute facilité. C'est ainsi qu'ils refusent leur population l'accès aux soins et médicaments utiles à l'endiguement du processus de contamination, pendant qu'ils mettent les gens en confinement suffisamment longtemps pour pouvoir leur imposer. Il s'agit ici de la mise en œuvre de la servitude volontaire, un futur vaccin miracle. Ce vaccin, outre son prix financier, sera sans doute agrémenté de sels d'aluminium, d'ARN messager, qui permettront de faire in vivo et à grande échelle des expériences génétiques sur le génome humain, et surtout de puces RFID qui permettront à toutes et à chacun de recevoir ses rémunérations et d'avoir accès à son compte en banque. Cette étape de la vaccination obligatoire sera tout à fait décisive pour assurer aux globalistes, c'est-à-dire les banquiers, Big Pharma et consorts, le contrôle direct sur les populations. Chaque personne devra ainsi obéir sous peine de se voir retirer l'accès à tous ses moyens de subsistance, étant ici précisé qu'en raison de l'effondrement économique, il est fortement à craindre que les moyens de subsistance ne soient in fine aucunement reliés à un travail individuel productif, mais plutôt à un subside universel reçu de l'État fantoche entièrement aux ordres des puissances financières. Je voudrais faire une parenthèse ici pour que vous compreniez bien. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres émissions que le Parlement danois, alors qu'il n'y avait que 2 morts du virus, avait déjà adopté l'obligation vaccinale avec le futur vaccin qui n'est pas encore créé, alors qu'en vrai il est déjà créé, vous inquiétez pas, et que ceux qui ne se vaccineront pas n'auront plus accès aux cartes nationales d'identité, aux transports publics, aux hypermarchés. Qu'est-ce que Valérie dit sur le revenu universel? Eh bien, regardez, c'est déjà en place. L'Espagne va instaurer un revenu universel face au coronavirus. Le gouvernement espagnol travaille, blablabla. Et on apprend que l'instauration d'un revenu universel est défendue par des politiciens du monde entier, aux États-Unis pour lutter contre l'impact du corona. Le candidat démocrate, dès que vous voyez démocrate, faites bling bling, attention danger, voudrait verser 2000 $ par mois à tous les ménages jusqu'à la fin de la crise. La question est également de mise en France, la création d'un véritable revenu universel dès l'âge de 18 ans. Alors attention, ça va être de l'esclavagisme. On va vous mettre en place un revenu universel et ensuite vous serez des esclaves. Vous ne pourrez pas acheter grand-chose avec ce revenu universel. Donc, pour conclure, le journaliste de Stratégica demande à Valérie, existe-t-il une issue politique à la situation que vous venez de décrire et quelle forme pourrait-elle prendre selon vous? Il faut partir du principe naturel que chaque problème a une solution à la condition exclusive d'être bien posé. Dans le cas présent, bien sûr qu'il existe des issues politiques à ce problème. Je dirais même que les seules issues favorables sont de nature politique au sens propre du terme. Autrement dit, seule une reprise en main
politique de l'organisation des États par leurs ressortissants pourra aboutir à une issue favorable aux populations. Sinon, nous assisterons au basculement général souhaité par l'oligarchie supranationale vers un gouvernement mondial aux mains des puissances financières. Les populations étant vouées à être fortement réduites, puis mises en esclavage pour la partie qui aura survécu. Voilà, l'article continue, il est parfait. Devient un peu plus technique après. Je vous le mets dans les liens. Diffusez-le. Hein. Diffusez ma vidéo si vous voulez, l'article si vous voulez. Moi, je m'en fous. Hein. Je suis pas là pour faire de la pub. Voilà ce qui nous attend. C'est une analyse super qui concorde avec l'ensemble des émissions que j'ai faites. Tout est repris, tout est synthétique dans un seul article. Voilà. Comme quoi, les gens bien plus intelligents que moi. Et on ne peut pas la traiter de complotiste, puisque c'est que des faits, une fois de plus, qu'on peut vérifier et qui vont arriver tous les jours. Alors réveillez-vous, hein. Pour les contrecarrer, il faut aller travailler. Le Covid, c'est juste un prétexte, quoi. Évidemment, il faut faire attention aux personnes âgées, il faut faire attention aux personnes qui ont déjà des pathologies. Mais les autres, vous risquez pas grand-chose, honnêtement. Ce qui nous attend après, si vous restez confiné, si vous n'allez pas travailler, vous allez le regretter. Je ne sais plus quand j'ai fait